c'était pas pour rentrer dans une case, mais c'était plutôt pour comprendre pourquoi j'avais tout ça, vu qu'on se sent souvent un peu décalé par rapport aux autres, et puis on se sent souvent seul. Puis j'avais toutes ces petites choses où j'avais énormément d'empathie, où j'étais vraiment déjà... J'étais toute petite, hein, j'avais de la peine pour les personnes quand c'était ma grand-maman. Je disais, mais j'ai de la peine, je ne sais pas pourquoi. Ou bien j'avais aussi cette analyse avec les personnes de ma classe ou les professeurs. Je savais en fait, ça peut paraître très arrogant, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que je n'ai jamais utilisé de manière malveillante, mais le fait de savoir comment je pouvais leur plaire. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Julie, on va parler un petit peu de son parcours d'hypersensible, comment ça a commencé pour elle, quelles sont les particularités sur tout son chemin. Comment tu t'es rendu compte que tu étais peut-être un peu plus sensible que la moyenne? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose de particulier? Alors c'est vraiment depuis que je suis petite, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai été suivie par une psy. C'est là vraiment qu'on m'a dit « Ah, mais vous n'avez jamais entendu parler de l'hypersensibilité ?» Et ensuite, j'ai lu des livres et là, je me suis vraiment totalement reconnue. Et à partir de ce moment-là, c'était pas pour rentrer dans une case, mais c'était plutôt pour comprendre pourquoi j'avais tout ça, vu qu'on se sent souvent un peu décalé par rapport aux autres et puis on se sent souvent seul. Oui, le sentiment de solitude, tu l'as beaucoup? Oui. Et tu l'as beaucoup eu plus petite? Je l'ai eu beaucoup plus petite et puis à la sortie d'adolescente et même maintenant en fait, des fois on se sent quand même, je trouve pour ma part, je me suis souvent sentie seule. Ouais. Ça va un peu mieux, tu as l'impression avec le temps qui passe, hein, ou au contraire ça s'accentue? Alors non, maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'avec tout le recul que j'ai pu prendre, je pensais que j'ai toujours été extravertie et que j'avais toujours peur d'être seule, mais avec tous ces mécanismes de défense que j'ai développés, en fait, ça m'a obligée à m'isoler et cet isolement m'a permis de comprendre en fait le besoin que j'avais souvent de recharger mes batteries seule et puis d'accepter toute cette hypersensibilité, de pouvoir apprendre à la gérer. À ce moment-là, j'étais, je pense, tellement alignée avec moi-même à un moment donné que maintenant, en tout cas, il y a toujours des petits moments, mais maintenant, je me sens beaucoup moins seule. Donc ça va de mieux en mieux. Oui. Tu parlais d'une psychologue ou psychiatre, ou c'est juste, tu as été voir quelqu'un comme ça? Oui, j'en ai vu plusieurs. D'accord. Est-ce que tu as été diagnostiquée? Parce que ça, c'est intéressant. Au niveau de l'hypersensibilité, est-ce que tu as fait des tests? Alors, j'ai pas fait des tests à proprement dit, mais j'ai dû aller aux urgences psychiatriques parce que j'ai développé un trouble de l'anxiété généralisée et là, on a beaucoup parlé d'hypersensibilité et ça a fait un peu lien au niveau d'un trop-plein d'émotions, d'un trop-plein de traumatismes qui ont fait que j'ai développé cette anxiété généralisée. Et en comprenant l'hypersensibilité et en travaillant sur ces traumatismes, eh bien, Ouais. ça s'est fait tout seul. Ouais, donc ça a vraiment débordé un moment dans ta vie et tu as dû aller en urgence là-bas. C'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, tu as des outils pour améliorer ça? On t'a donné des techniques? Ou est-ce que tu prends des médicaments, quelque chose? Alors, j'ai des antidépresseurs, capteurs de sérotonine. Ça, je dois dire que ça m'a énormément aidée. Je ne suis pas du tout pour les médicaments, c'était vraiment en dernier usage parce que j'avais essayé beaucoup de choses et je pense que j'étais arrivée à vraiment un trou plein et j'arrivais plus à gérer, je ne pouvais plus dormir, plus manger, enfin je ne pouvais vraiment plus rien faire. Et ça m'aide énormément à réguler, je trouve, mes émotions. Des personnes, en fait, peut-être pas hypersensibles avec ces médicaments ne ressentent plus rien, en fait, ont l'impression de plus rien ressentir, mais moi j'ai l'impression que ça régule. Ma créativité reste la même, mais par contre, au niveau des émotions, je ressens toujours beaucoup, mais ça m'aide à réguler puis à passer par-dessus des petites choses qui pourraient, en temps normal, en fait, tellement m'affecter et puis me faire avoir ces crises d'angoisse.
Ouais, donc c'est surtout l'émotion pour toi qui est compliquée. Tu te sens vite envahi, Oui. que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui va pas bien, ou tu as l'impression d'être comme une éponge avec tout le monde. Alors, j'ai eu beaucoup ça vers 18 ans. Et puis après, ça m'est beaucoup passé en m'isolant. Du coup, j'ai essayé de me protéger. Et puis maintenant, c'est ce que je fais tout le temps. Quand quelqu'un n'est pas bien, si j'ai vraiment envie de l'aider, j'aurais de toute façon envie de l'aider, mais je vais prendre beaucoup de temps pour moi avant d'aller voir cette personne, de discuter et de l'aider. Et je prendrai beaucoup de temps après aussi. J'essaye de trouver en fait cet équilibre de l'éponge en fait émotionnelle, vraiment en essayant de moi me libérer de ça avant, prévenir et après. Ouais. Il faut beaucoup de moments de récupération pour toi. Exactement. Ouais. C'est quoi? C'est l'attention que tu mets. Tu as l'impression, dès que ton cerveau il se focalise sur un truc, tu peux faire ça quelques heures, puis après, tu es vite fatigué. Exactement. Ouais. Et puis après, je réfléchis beaucoup, même après, en fait. Là, typiquement, j'ai une personne de mon entourage très proche qui a eu un trop-plein, qui était vraiment pleine de vie. Elle a essayé de mettre fin à sa vie. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Ça a été vraiment très difficile. Et là, maintenant, avant et après avoir été la voir, j'ai vraiment essayé au mieux déjà d'en parler avec mes proches. Et puis de libérer ça en faisant des choses qui me faisaient du bien pour pas que ça m'envahisse, moi, parce que c'est pas le but. Ouais, donc tu arrives de plus en plus. Tu m'as dit que tu avais 22 ans, oui. C'est juste. Oui, donc tu es quand même très jeune. Oui. En général, pour ceux qui nous suivent, j'ai plus des gens de 30, 40, 50. Donc chez toi, c'est vraiment très fort et très rapide de ton évolution. C'est ça. Oui. Tu t'es rendu compte comment vraiment de ça? C'était déjà à l'école, petite, ou tu avais l'impression de ne pas fonctionner comme tout le monde? Alors, quand j'étais petite, pour la petite anecdote, à chaque fois que je me tapais le coude, je tombais dans les pommes. Je m'évanouissais vraiment complet. La première fois, on m'a emmenée à l'hôpital et puis 2 secondes après, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et puis, mes parents ne comprenaient pas. Puis en fait, j'avais cette peur d'avoir mal et une peur tellement intense. Je pense que, je sais pas, je faisais peut-être de l'hyperventilation. Et puis, je m'évanouissais, j'avais tellement peur. Puis après, c'est là que ça a commencé déjà ce cycle de la peur d'avoir peur profonde. Et puis, j'avais aussi, dans le sensoriel, ma maman, elle avait quelqu'un qui venait présenter des produits ménagers, puis quand il venait présenter les nouveautés, il y a certaines personnes dont, je ne sais pas si c'est le timbre de la voix, ça me donne vraiment des frissons, comme l'ASMR pour certaines personnes, et ça me détend. Puis quand il venait, j'étais vraiment toute petite, je me souviens, je m'allongeais sur le canapé, puis je les écoutais parler, puis j'avais toutes ces petites choses où j'avais énormément d'empathie, où j'étais vraiment déjà... J'étais toute petite, hein. J'avais de la peine pour les personnes quand c'était ma grand-maman. Je disais, mais j'ai de la peine, je ne sais pas pourquoi. Ou bien j'avais aussi cette analyse avec les personnes de ma classe ou les professeurs. Je savais en fait, ça peut paraître très arrogant, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que je n'ai jamais utilisé de manière malveillante, mais le fait de savoir comment je pouvais leur plaire, savoir comment bien m'intégrer, j'avais cette notion vraiment où je savais ce qui allait leur plaire ou ce qui n'allait pas leur plaire. J'arrivais à analyser et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça, puis j'avais l'impression que les autres ne réfléchissaient pas du tout comme ça. Ouais. Donc tu as l'impression de ressentir les attentes des autres, puis tu peux te transformer en fait pour leur faire plaisir. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu parlais avant de la peur d'avoir peur. Ça, c'est quelque chose de très profond. Donc ça veut dire que tu anticipes beaucoup les choses. Oui. Et je sais pas, si tu imagines demain que tu fais quelque chose de particulier, tu commences déjà à en avoir peur aujourd'hui, ça te bloque. Oui. Beaucoup. Oui. C'est ça. Maintenant, ça va mieux, tu arrives à prendre du recul ou tu es comme paralysée? Alors, ça dépend pourquoi. Si c'est vraiment quelque chose qui sort de la norme, par exemple, si je le sais une semaine avant, pendant une semaine, je vais me préparer juste pour ça. Et c'est fatigant. Parce que parfois, les autres, ça aussi, par exemple, peut-être qu'ils ne comprennent pas à quel point ça peut nous stresser de se préparer
à cet événement particulier qui va arriver. Alors, comme j'ai dit, il faut essayer de trouver un équilibre. C'est pas facile, mais il faut essayer de faire quelque chose en fait qui nous occupe l'esprit. Pas fuir, mais vraiment trouver quelque chose qui peut nous occuper l'esprit pour éviter d'y penser une semaine à l'avance et puis pour pouvoir se détendre, quelque chose qui nous plaît. Ouais, tu essaies de trouver un peu des stratégies pour, si tu as un truc à faire dans 10 jours, tu vas pas être focalisé là-dessus, tu vas essayer de passer vers d'autres choses qui t'intéressent pour essayer de trouver un moyen à l'intérieur de respirer. Exactement. C'est un peu ça. Ouais. Donc, bon, tu parlais de médicaments, je pense quand même que les médicaments que tu prends, j'imagine que ça coupe un minimum déjà, enfin je sais pas si ça coupe la sensibilité, mais ça coupe un peu les émotions, donc je pense que tu as moins de crises d'angoisse, de choses comme ça. Alors j'en ai moins, mais j'ai toujours des périodes où j'en fais beaucoup. Ça m'aide vraiment à ne pas faire des crises d'angoisse tout le temps. Ouais. J'en fais toujours, mais j'en fais plus tout le temps en fait. D'accord. Ouais, ça me coupe un petit peu, mais pas totalement. Je pense que j'en faisais tellement que... Donc ça te permet déjà de vivre un peu plus tranquille. Et est-ce que tu as d'autres façons de faire? Est-ce que tu as une méthode, par exemple d'aller marcher dans la nature, de faire des choses autour de chez toi? Alors ça oui, du coup quand j'ai eu ma période où j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, mon copain pêchait beaucoup, alors il m'emmenait tout le temps et puis ça m'a fait énormément de bien de passer du temps dans la nature. On était tous les week-ends dans la montagne, ça m'a vraiment permis déjà d'avoir du silence. Que ce soit parce que je trouve qu'on est, ça aussi je trouve qu'on est vraiment dans une société où on est tout le temps hyper, hyper stimulé tout le temps. On entre dans un magasin, il y a du bruit. On va quelque part, il y a du bruit, il y a des voitures, il y a des personnes partout. Et ces moments-là, c'était vraiment un moment de coupure totale. Mon copain pêchait, moi j'étais à côté et puis je profitais juste d'être dans le calme. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc maintenant, on va quand même souvent promener notre chien. Moi, j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo justement aussi dans la même période que mes crises d'angoisse. Donc ça m'aide vraiment énormément à m'ancrer dans l'instant présent aussi. Oui, donc tout ce qui est artistique, c'est vraiment un truc que tu as trouvé qui te fait plaisir, j'imagine, et puis ça calme toutes ces angoisses. Exactement. C'est ça, ouais. Tu en fais beaucoup des photos, des vidéos, tu as l'impression que c'est une sorte de thérapie pour toi? Oui, ça m'aide vraiment beaucoup et puis la cerise sur le gâteau, c'est quand on a quelqu'un en face de nous en fait qui n'a pas confiance en lui. Quand je lui fais des photos et qu'ensuite elle regarde la photo, qu'elle dit « Ah, c'est moi, vraiment !» Et c'est incroyable, quoi. Ça peut juste vraiment faire plaisir. Donc, il y a ce côté-là, ou bien juste la photo pour moi quand je vais dans la nature et que je fais de la vidéo, où ça m'aide vraiment à penser à autre chose et à m'ancrer là, maintenant, dans la nature, dans le calme. Ouais, donc c'est non seulement une thérapie pour toi, pour les gens aussi à qui tu fais des photos ou des vidéos, ils ont la confiance qui augmente un petit peu. Donc ça, c'est intéressant. Tu me disais, quand on parlait avant, que tu étais très sensible des 5 sens. C'est quoi chez toi qui est le plus fort? C'est le toucher? Tu entends beaucoup? Tu vois très bien? Alors, je pense que ça dépend des périodes. Des périodes où ça va être... quand je suis vraiment dans un état où je vais être un peu en hyper-vigilance, ça va être un peu tout. Peut-être moins le toucher, mais les lumières dans les magasins, si je suis en hypervigilance, ça va vraiment m'agresser. Les voix des personnes, j'ai des personnes, quand elles me parlent, je me sens vraiment agressée. J'arrive pas, ça me convient pas, ça me met vraiment pas bien. C'est pas de leur faute, hein, mais ça me brusque en fait. Et puis j'ai... C'est l'intonation de la voix, t'as l'impression que c'est plus aigu, que c'est moins aigu, ça t'agresse? C'est plus peut-être le ton et puis le volume. Quelqu'un qui va commencer à parler super fort, ça va me mettre très mal à l'aise. Oui. Et elle va pas le faire exprès, mais moi, ça va me mettre vraiment très mal à l'aise. Ou quelqu'un qui vient trop près de ma petite zone, qui se rapproche trop pour me parler, qui va rentrer dans mon intimité, en fait, ça va aussi me rendre mal à l'aise. Ouais. Et puis quand je suis en hypervigilance, en tout cas, c'est un petit peu de tout. Et sinon, en temps normal, je pense que ça dépend des périodes. J'ai des périodes où le toucher, ça va être un peu plus important pour moi. Le toucher va être
plus sensible, des moments où ça va être la musique, où j'ai besoin d'écouter beaucoup de musique et que ça va me faire vraiment du bien, par exemple de l'ASMR ou d'autres tons de musique. Puis des moments, ça va être les paysages, la photo, ce genre de choses. Ça dépend vraiment des périodes. Ouais, moi je suis comme toi, dès qu'on rentre dans ma zone, ça me dérange. Oui. J'ai besoin d'avoir au moins, je sais pas, 50 cm, 1 mètre. Je pense 1 mètre entre moi et les gens. C'est à peu près la distance qui est entre nous maintenant. Mais quand c'est trop près, ou des gens qui viennent me parler à l'oreille, alors que j'ai rien demandé, Oui, tu sais, non, il y a des gens qui font ça. Moi, ça me rend vraiment super mal à l'aise. Et puis après, ça me provoque une anxiété parce que je ne sais pas comment faire. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais les cours que quelqu'un se rapproche et je m'éloignais toujours un petit peu. Puis elle se rapprochait. Puis je ne sais pas totalement comment gérer ça, quoi. Mais en tout cas, ça rentre dans ma petite zone. Ça me rend mal à l'aise. Ouais, tu as l'air vraiment, parce qu'on parle d'hypersensible et puis on dit que c'est à peu près 20% de la population, hein. Je ne sais pas si tu sais au niveau des statistiques. Puis après, je pense que dans ces 20%, il y a plein de niveaux différents. Oui. Toi, tu as vraiment l'air, dans ce que tu dis au niveau des sens, c'est extrême. Jusqu'à faire que ça crée des angoisses, et ça, c'est pas tout le monde quand même à ce niveau-là. Donc chez toi, c'est très prononcé de ce que je ressens puis de ce que tu expliques. Oui. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu arrives à dire si dans ta famille, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs. Est-ce qu'elles sont aussi sensibles comme toi ou est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose de particulier? Alors, je pense qu'elles sont aussi sensibles, pas hypersensibles, très sensibles, mais pas de la même manière. Mais la plus grande de mes sœurs, c'est aussi quelqu'un de très créative. Elle a toujours des projets, elle a un sens, c'est vraiment les deux en fait, elles ont un sens très esthétique. Elles sont vraiment, tout ce qu'elles font en fait, moi c'est personnel, mais je trouve que c'est vraiment très esthétique et je dis pas ça parce que ce sont mes sœurs, mais elles sont aussi très, très émotives, mais pas de la même manière que moi. Ouais. Et je n'irai pas jusqu'à dire hypersensibles, mais elles sont aussi très sensibles. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens à côté de toi ou en face qui sont pas forcément bien, puis d'être oppressés physiquement, d'avoir l'impression de ne pas respirer? Oui. Ça te fait? Ok. Ouais. Oui, aussi. Ouais. Oui. Ou bien même dans le bus, hein, quand... alors, c'est pas forcément des personnes pas bien, hein, mais quand elles sont aussi comme... Pour revenir en arrière, si elles sont trop près de moi, dans le bus par exemple, juste avant de venir, parce que j'ai dû prendre un bus avant de... Voilà. J'ai 3 personnes qui sont venues sur la même rangée. J'avais du mal à respirer, et puis j'avais chaud, et puis ça m'arrive vraiment souvent, ou bien dans un ascenseur, quand on est tous collés. Je me sens vraiment pas bien, puis je me sens oppressée, comme tu as dit avant. Ouais. Ça peut être intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent, si jamais, peut-être vous pouvez dire aussi dans les commentaires si vous vous sentez oppressé avec des gens autour de vous, parce que je pense que ce serait vraiment une caractéristique des gens très sensibles ou hypersensibles, vraiment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives avec ta créativité, est-ce que tu as l'impression d'avoir plus d'intuition des fois que certaines de tes copines ou de tes copains ou de la famille? Tu sens que tu as plus d'intuition, tu as une créativité plus grande? Oui. Ouais. Oui, clairement. Et puis maintenant, en fait, que je trouve que ça a été valorisé par mon entourage et par ma famille, en fait, maintenant j'ose me lancer et j'ose essayer. Et je trouve qu'il n'y a jamais de mauvaises idées maintenant et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Puis je pense que ça aide énormément quand on est bien entouré de pouvoir se lancer dans tout ce qui est créatif. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, il y a un potentiel créatif énorme. Oui. Je pense que c'est vraiment la chose qui ressort le plus. Et depuis qu'on m'a vraiment, pas poussée, mais encouragée, depuis là, en fait, je fais tellement de choses et j'essaye tellement de choses qu'effectivement, par rapport aux autres, je monte très très vite, en fait, là-dedans. Ouais. Je pense vraiment que la créativité, c'est un truc... moi, si je prends mon exemple, j'ai aussi des parties de moi qui a cette créativité. Il y a aussi mon frère qui est très sensible, il a aussi ça. C'est un moyen, je pense, de vider aussi le surplus qu'on a au fond de nous. Et puis de ne pas rester avec des oppressions ou des gens qui ne nous conviennent pas. On a peut-être besoin de faire sortir ça sur du papier ou sur de la vidéo ou n'importe. Mais exactement, je trouve aussi. C'est un peu ça. Ouais. Et si tu reprends un peu ton parcours, même que tu as 22 ans, donc c'est quand même très jeune pour te rendre compte de tout ça, est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu qu'on te conseille plus petite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué, qui t'a vraiment pas aidé à te développer? Alors je pense que tout le monde a eu le même commentaire, c'est
tu dramatises. Mm. Tu dramatises, c'est pas grave. C'est le genre de petits commentaires qui, je pense, n'ont pas lieu d'être parce que chaque personne a sa sensibilité et ça aide vraiment pas. Ça aide pas de recevoir ce genre de choses. On peut dire c'est ok de pas être bien. En fait, c'est surtout d'apprendre l'acceptation des émotions, je pense. Ça m'aurait beaucoup aidé, beaucoup plus jeune, d'investiguer un peu pourquoi j'avais autant peur et surtout de me dire ok, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être un peu une éponge émotionnelle, c'est ok. Juste cette acceptation, peut-être que j'ai dû faire beaucoup plus tard, même si je suis très jeune, comme tu as dit, ça m'aurait quand même aidé parce qu'au début, c'est vraiment difficile d'accepter que on n'aura peut-être jamais la même, on n'aura jamais la même sensibilité. Ouais. Et c'est un parcours à faire personnel, mais c'est toujours bien d'être encouragé et puis d'être soutenu. Ouais. Ça fait combien de temps tu as l'impression que c'est un peu plus facile pour toi? C'est quoi, depuis 20 ans, depuis 18? Depuis, je dirais, il y a eu 2 périodes en fait, une à 20 ans puis une à 21 ans, donc l'année passée. Et une il y a 2 ans. Il y a eu 2 périodes, une fois où c'était plus facile, après de nouveau plus. Et là, en tout cas, c'est assez stable, où je trouve que maintenant, ça commence à donner le tour. Je suis vraiment bien entourée, j'arrive à extérioriser, j'essaie de trouver des équilibres. Et puis ça, maintenant, c'est juste génial. Et puis quand on se rend compte, de, pas des pouvoirs, mais de tout ce que ça peut nous apporter aussi. Si j'avais pas eu ces crises d'angoisse, si j'avais pas passé par ces périodes, j'aurais jamais découvert ce qu'il y a de la photo, de la vidéo, de l'écriture, ce genre de choses. Et puis tout arrive pour une raison, puis c'est important de l'accepter et puis de surfer un peu sur cette vague. Ouais, donc tu fais quand même confiance à la vie, même si ça n'a pas été très facile. Oui. Tu arrives quand même à voir le côté positif des choses. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Ouais. Je pensais que les crises d'angoisse, par exemple, c'était mes ennemis. Maintenant, je me dis, ok, peut-être que je ne me suis pas écoutée, peut-être que je ne suis pas alignée avec moi-même. On va ralentir, on va s'isoler un peu, on va faire quelque chose de bien pour soi. Et après, on peut gentiment repartir. Mais tout ce qui m'est arrivé, en tout cas, là où je suis maintenant, même si je suis très jeune, je suis très contente d'être là. Et puis... Tu as l'impression des fois d'avoir un peu plus que ton âge dans la manière de penser Oui. ou je sais pas si quand tu communiques avec des copines, des copains ou d'autres personnes, tu sens que des gens qui ont 5 ans ou 10 ans de plus que toi, ça t'intéresse plus ou... Oui. Ça Oui, clairement. J'ai dit même quand j'étais toute petite, des fois je savais pas ce que je faisais là parce que j'avais l'impression que j'avais toujours sans arrogance pas la même conscience. Il me semblait que mes pensées, elles étaient tout le temps en arborescence. J'essayais tout le temps de tout analyser et que les autres personnes n'étaient pas du tout comme ça. Et j'ai rencontré une copine qui était un peu comme moi. Et un jour, on s'est regardé, mais j'étais à l'école primaire, puis elle me regardait, puis elle me disait « Mais t'as pas l'impression des fois que les gens réfléchissent pas? Comme on dit, des imbéciles heureux. Mais c'est pas du tout des imbéciles, hein, c'est des super personnes aussi, mais on réfléchit pas tous de la même manière. Et on n'a pas tous les pensées en arborescence. Et puis, oui, non, j'ai toujours été un peu décalée. Ouais. Tu as la peine avec tous les sujets qui ne sont pas très intéressants, par exemple la météo, ce genre de choses. Ah oui. Si on en parle trop longtemps, ça te... Ah non, j'ai besoin de conversations profondes. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose où je peux rester des heures à en discuter, mais par contre, quand c'est des sujets qui m'intéressent moins, je vais peut-être même être pas à l'aise de nouveau, parce que c'est pas quelque chose de profond, c'est pas que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas quelque chose en fait... Je vais pas trouver que ça va m'apporter quelque chose à moi ni à la personne d'en face. Et du coup, je vais avoir beaucoup de peine parce que déjà que j'ai besoin de temps pour me ressourcer, c'est pas une impression de perdre mon temps, mais d'envoyer mon énergie pour rien. Et comme on sait qu'on doit quand même pas mal se protéger quand on a une grosse sensibilité comme ça, je préfère un peu me retirer de nouveau pour... Ouais, donc tu crées pas des liens avec des gens qui sont justement qui n'ont pas de profondeur. Tu as besoin de profondeur. Mais c'est ce qui rend aussi ça beau, c'est que mes relations en fait sont quasiment toutes basées sur c'est des relations vraiment authentiques. Et je trouve que ça c'est aussi magnifique. Ouais.
Ouais. Il vaut mieux avoir, j'ai envie de dire, moins de relations, mais qui soient vraies, plutôt que 50 qui soient un peu trichées. Puis j'ai l'impression qu'une fois qu'on est aligné aussi avec nous-mêmes, on rencontre des personnes comme nous. Je suis allée passer 6 mois en Irlande et la seule fille vraiment avec qui j'étais super proche, elle était aussi hypersensible. Et du coup, c'était juste génial d'avoir... Franchement, je sais pas comment j'aurais fait sans elle en Irlande, mais c'était juste vraiment génial, quoi. De pouvoir partager. Et j'ai l'impression que vraiment, une fois qu'on est aligné, on a toute cette bonne personne qui viennent vers nous et puis ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Donc tu as l'impression de rencontrer de plus en plus de gens qui te correspondent. Et Exactement. moins en moins de gens qui sont décalés par rapport à toi. C'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à des gens qui ont à peu près, je dirais, entre 20 et 25 ans, ou qui se découvrent vraiment dans cette sensibilité, qui peut-être ont des crises d'angoisse, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de transmettre qui, toi, t'a beaucoup aidé? Alors vraiment que c'est OK, que c'est pas les crises d'angoisse ou bien d'un trop plein d'émotions, que c'est pas leur ennemi. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec considération. Aussi qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi, prendre du recul, que c'est compliqué, qu'on a l'impression vraiment d'être bouleversé, d'être submergé, mais qu'au final, ça amène toujours, pour moi en tout cas, je pense que ça amène toujours sur un bon chemin. Et puis surtout s'entourer des personnes avec qui on est aligné, avec lesquelles on est aligné. Et puis avoir ce soutien justement de personnes. En tout cas, moi, vraiment, c'était le soutien des personnes qui m'ont énormément aidée. Mais accepter, peut-être aussi chercher un peu pourquoi c'est trop plein. Et dire non. Dire non. Savoir dire non. Ça, c'est important. Apprendre à dire non, ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Apprendre à dire non. Ouais. T'arrives aujourd'hui? Oui, beaucoup mieux. Alors, beaucoup des mieux. fois pas, mais quand même, Oui. en principe, j'arrive maintenant. Quand déjà, je sors pas beaucoup parce que c'est beaucoup trop stimulant pour moi. En fait, je sors presque jamais. La dernière fois que je suis sortie en boîte, je suis tombée dans les pommes aussi. Donc, je ne vais pas du tout en boîte ou dans des bars. Et ben, quand quelqu'un me propose ou qu'il y a des grosses soirées, je dis non. Ouais. Désolée, non. Tu préfères des petits, je sais pas, un rendez-vous avec une personne ou même 2-3, mais dans un environnement un peu fermé? Exactement, un petit comité où c'est un peu plus calme. Oui. Ouais. Mais du coup, vraiment savoir dire non, ça, je pense que c'est hyper important pour vraiment pour soi, pour se respecter et puis respecter ses besoins. Ouais. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, tu arrives à te mettre à la place de l'autre. Hein. Tu disais assez vite petite, tu te rends compte de ce que l'autre il a envie, donc soit tu peux lui dire, tu peux aller vers lui, ou au contraire tu peux dire non, je sens que c'est une forme de manipulation, puis voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui tu arrives à dire non en fonction de ce que toi tu sens. Exactement. C'est ça, oui. Tu vas pas tout faire pour faire plaisir à l'autre. Non, alors j'ai eu une longue relation avec une amie, une ancienne amie, où là je savais qu'en fait que j'étais manipulée, mais j'avais tellement envie de la sauver que je suis quand même restée là parce que je me suis dit peut-être que, mais au final, voilà, ça m'a trop pris et j'ai coupé. Et des fois, elle est toujours dans notre petit groupe. Là, j'arrive à dire ok, j'ai discuté un moment avec, maintenant c'est bon. Mais oui, effectivement, dans ce sens-là aussi, oui, on sait assez vite quand même, on se rend compte quand on est un peu utilisé ou manipulé, quoi. Puis c'était quand même quelqu'un qui manipulait beaucoup dans le sens où en fait il fallait toujours qu'elle ait l'attention. J'avais quelque chose, je voulais parler de quelque chose qui n'allait peut-être pas et elle avait toujours pire. Ouais. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais? Je mettais toujours tout le temps mes problèmes de côté et puis j'essayais toujours de l'aider. Et puis ça me prenait vraiment beaucoup trop. Et puis après, je me suis rendu compte aussi qu'elle commençait à mentir. Et puis ça, vraiment, en tant qu'hypersensible, je trouve qu'on est vraiment des personnes quand même très loyales, très honnêtes, ce qui nous amène à des relations très authentiques. Et à ce moment-là, j'ai un peu fait le tri de ce qui était pour moi authentique et non. Et du coup, ça l'était pas du tout pour moi. Et vraiment, les mensonges, j'ai beaucoup, beaucoup de peine.
Ouais, le côté loyal, authentique, moi ça me parle énormément. J'arrive pas à tricher en fait. Mhm. Puis si je triche, soit je suis très fatigué, Oui, soit 2 jours plus tard, je suis pas bien parce que oui, j'ai dit oui. un truc qui. Ah, mais même quand j'étais petite, quand je faisais une bêtise ou même à l'adolescence, en fait, je le faisais et 2 jours après, j'allais le dire, quoi. Je disais, alors voilà, j'ai fait ça. J'arrive pas, en fait, quand je fais une bêtise ou je dis un petit mensonge, même pour rigoler, en fait, 2 heures après, je dis, quoi. Enfin, j'arrive pas, je peux pas garder ça pour moi, Ouais. ça me prend trop. Et puis, de toute façon, pourquoi? Tu as besoin pour dormir tranquille Oui, voilà, d'avoir été honnête, même si ça fait des fois un peu mal, ou mhm, au moins ça sort. exactement. C'est ça. Mhm, Et tu as l'impression que ça te coupe un peu des fois, si je peux parler comme ça, un peu de cette société, comment elle fonctionne, oui. le fait d'être presque trop authentique, enfin, je suis désolé de dire, mais par rapport des fois à certaines personnes. Alors oui, bien sûr. C'est pour ça que, comme j'ai dit, je pense que c'est super important de vraiment bien être entouré. Après, bien sûr, on ne peut pas toujours prévoir ni être sûr de ce que l'autre personne est ou fait. Mais après, j'ai envie de dire, si on se méfie de tout non plus, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Mais effectivement, par rapport aux autres personnes, moi, en ce moment, j'ai vraiment de la chance parce que je suis vraiment entourée que de personnes authentiques et géniales. Du coup, en ce moment, je ne peux pas dire que, voilà, mais après, j'évite aussi de rencontrer d'autres personnes parce que je suis tellement bien comme ça que j'ai pas besoin. Ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est pour me préserver moi. Et je suis tellement bien comme ça, en tout cas, que pour ma part, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais c'est sûr que quand j'entends des histoires, ça me fait mal au cœur. Et quand j'entends de la méchanceté gratuite, eh ben, on se demande pourquoi, mais... Ouais, ouais. Mais bon, au moins, tu es honnête, tu intègre. Et puis, si tu as ton petit cercle à toi, enfin, peu importe la taille du cercle, mais tant que c'est les amis, la famille, puis que ça colle, moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des problèmes Non, où il n'y en a pas. non, C'est ça. exactement. Ouais. Donc, ça a l'air quand même de bien se passer aujourd'hui. Oui, oui, Par très rapport bien. à ce qu'il y a eu, je sais pas, il y a 5, 6 ans en arrière, c'est plus léger. Non, non, je suis très reconnaissante Ouais, ouais. vraiment d'être, comme j'ai dit, que ce soit l'entourage, les outils pour gérer ses émotions, le suivi, d'avoir un suivi, de se retrouver dans d'autres personnes, parce que du coup, une fois qu'on se rend compte qu'on est hypersensible, bien sûr, on va chercher un peu des témoignages, des livres. Et j'ai un livre que j'avais lu qui m'avait tellement parlé dans quasiment tout le livre, et puis on lâche un petit sourire en coin parce que on se dit mais c'est totalement moi, c'est fou. Et puis du coup, une fois qu'on est aligné avec nous-mêmes, moi je pense que ça peut que bien se passer. Et puis de toute façon, il y aura toujours des choses, mais ça nous apportera toujours autre chose. Donc je fais confiance en la vie. Tu fais comment pour mieux gérer tes émotions? Tu parlais d'outils. On t'a donné une technique ou quelque chose que tu fais? Est-ce que tu as des moments où tu fermes les yeux, tu essayes de faire une méditation ou quelque chose comme ça? J'écoute de la musique ou j'écris. J'écris D'accord. beaucoup Ouais. écrire. Quand Ouais. j'ai des moments vraiment où ça va pas, vraiment pas, j'écris. Donc tu écris tout ce qui te vient, les choses positives, moins positives, puis tu libères. Exactement, parce que souvent, quand il y a vraiment, je sais pas, un gros choc émotionnel qui vient, j'ai tout qui remonte. Et c'est super difficile quand on a tout qui remonte comme ça. Eh ben, c'est un peu l'explosion. Alors du coup, soit j'écris tout et n'importe quoi ce que je ressens, ou soit j'ai un petit livre où c'est écrit, par exemple, ça nous donne des choses. Écrit par exemple pourquoi tu es triste aujourd'hui. Enfin, il y a plein de petites indications comme ça. Puis après, il faut déchirer la page, il faut la brûler. C'est plein de petits trucs comme ça, des outils que je cherche un peu moi-même et puis qui m'aident énormément, quoi. Ou bien communiquer aussi. Juste d'en parler, en fait, ça me fait du bien. Oui. De dire, ah voilà, aujourd'hui, je suis vraiment pas bien. Ça me fait énormément de bien. C'est ça, puis d'oser parler de ça à une amie ou je sais pas, quelqu'un de la famille, mais juste le fait de parler autour d'un café, ça libère. Oui. Ouais. Ça, pour les gens qui nous écoutent, moi je conseille souvent soit d'écrire, comme tu dis, de chiffonner, de brûler dans un coin. Surtout le côté négatif, lourd, il faut pas le garder. Non. Il faut vraiment que ça s'évacue. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu arrives à me dire si tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la tête parce que souvent les hypersensibles sont aussi beaucoup dans leur tête, j'ai l'impression. Tu sais, la tête, elle tourne plus vite peut-être que la moyenne des gens. Tu disais que tu avais une pensée en arborescence. Oui. Est-ce que tu sens que ça te vide ton énergie? Oh, bien sûr. Ouais.
Comme à l'école, je pense que pour les hypersensibles, on a tous eu ce moment où il fallait faire un exposé et qu'en fait, je ne sais pas, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale et on tombe sur quelque chose d'autre intéressant et on retombe et au final, en fait, on rend quelque chose qui n'est pas du tout dans le thème, mais en fait, on a tout été recherché par derrière et ce qui fait qu'on arrive des fois peut-être pas à être sur quelque chose. En fait, on est sur tellement de choses en même temps que du coup on est peut-être mal noté et c'est pas très encourageant alors qu'au final on a été par nous-mêmes et par notre curiosité tellement voir d'autres choses que voilà, c'est cette pensée en arborescence de toujours aller plus loin. Donc, toujours. des fois c'est génial parce qu'on est curieux de plein de choses, puis des fois ça nous perd. Voilà, exactement. Et tu fais comment aujourd'hui? Tu arrives à te dire, je sais pas si tu es chez toi sur l'ordinateur, est-ce que tu arrives à te dire je vais voir seulement ce qu'il me faut, par exemple sur Google, ensuite je passe à autre chose, ou tu te perds encore très souvent? Alors j'ai encore beaucoup de peine. Je vais regarder un truc sur le montage des vidéos. Ça part sur un clip vidéo et hop, ça part sur autre chose. Et puis du coup, j'ai beaucoup de peine, mais au bout d'un moment, quand je sens que je commence à fatiguer, je ferme et je vais me reposer. Il faut juste vraiment mettre sa limite, mais voilà quoi. Mais ça, c'est peut-être un conseil, je ne sais pas si c'est un conseil que tu as envie de donner, mais en tout cas, je pense que ça pourrait résonner pour les gens. Tu sais, de dire à un moment donné, ouais, je suis sur mon téléphone, par exemple, je tourne sur Facebook ou sur YouTube, puis à un moment, c'est bien, puis à un moment donné, que je suis fatigué, stop. Je mets mon téléphone à l'envers, je vais partir marcher ou faire d'autres choses. Et ça peut être aussi des conseils pour ceux qui nous regardent, peu importe l'âge, en fait. Ah oui, non, clairement, je pense que s'écouter, vraiment, c'est une priorité dans ces moments-là. Puis normalement, on sent quand ça commence à faire trop, que ce soit les yeux ou bien les oreilles, d'entendre toujours, de scroller ou je sais pas ce qu'on est en train de faire, on sent au bout d'un moment qu'on a besoin de faire autre chose. Alors à ce moment-là, il ne faut pas continuer à s'éparpiller en cherchant tout et n'importe quoi, il faut fermer et puis faire quelque chose dont... Juste prendre l'air, ça peut faire du bien. C'est ça, quelque chose qui nous ressource et puis qui nous ramène un peu d'énergie. Exactement. Ouais. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. C'est super. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous parle, si son parcours, ça résonne chez vous. Vous pouvez aussi nous dire quel âge vous avez, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des plus jeunes, des moins jeunes. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.